Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. La Russie a lancé son offensive de printemps. Nous parlons de 2026, la plus grande offensive de l'année. Ils l'ont commencé le 17 mars sur un front large de 100 km. C'est une zone immense et ils y rassemblèrent des forces depuis des mois. De nombreux officiers ukrainiens avaient signalé à plusieurs reprises qu'un événement allait se produire, et c'est arrivé récemment. Nous constatons déjà les premières pertes russes de leur nouvelle offensive de printemps. Je vous présente les pertes russes du 18 mars sur 24 heures. 1710 soldats blessés et tués au combat, bien sûr combinés. C'est insensé. C'est un record depuis très longtemps. Passons au 19 mars, 1520 tués et blessés. Je veux dire, cela fait plus de 48 heures, 3200 bons Russes, c'est fou. Leur offensive de printemps, pendant les 3 à 4 premiers jours, je ne dirais pas que ça se passe bien. Ne me croyez pas sur parole. Regardez les blogueurs militaires russes comme Rybar, c'est son nom, sa carte. Il a publié cette carte le 18, un jour après le début de la grande offensive, et elle ne montre pas une offensive russe, elle montre une contre-offensive ukrainienne. Regardez ça. Lors de l'offensive de printemps russe, on voit les Ukrainiens encercler en fait une certaine zone sur la ligne de front sud de Parizia. Dans cette zone, il y a des villages comme Oleksivka, Verbova, Stepova, Berezov, Kailnivske et quelques autres. Les Ukrainiens ne se sont pas encore réunis. Mais le fait qu'ils pénètrent aussi profondément dans les zones contrôlées par les Russes est, bien sûr, lié à la désactivation de Telegram, à la désactivation de Starlink, et les Ukrainiens en profitent à leur avantage. Donc pour résumer, l'offensive de printemps russe ne se passe pas du tout comme ils l'espéraient, ce n'est vraiment pas bon du tout. Juste pour vous montrer à une plus grande échelle où se déroule l'offensive, voici l'axe large de 100 km en direction de l'oblast de Zaporijia, où les Russes mènent maintenant des assauts de chair à canon. Et quand je parle d'assauts de chair à canon, je le pense littéralement, car ils sont aussi à cheval. Vous avez bien entendu, à cheval. Certains des Russes, ils sont à cheval parce que les chevaux sont rapides. Ils peuvent parfois traverser là où les quads ou les voiturettes de golf chinoises de tout terrain ne peuvent pas passer. Mais les Ukrainiens les ont repoussés. Ils ont tenu leur ligne et ils sont en fait en train de préparer des embuscades avec des drones. Je veux vous montrer une vidéo. Ceci est une embuscade ukrainienne générique avec un drone FPV. Et les gars que vous allez voir ici, les Ukrainiens les appellent des vers russes. Ceci fait partie de la nouvelle offensive de printemps de la Russie. Regardez, un drone ukrainien trouve un bon endroit, un petit coin sympa dans un champ sur la ligne de front de Zaporizhia. Il se pose dans un petit coin chaud et agréable et attend les vers, comme il est dit juste ici. Il suffit d'attendre un peu et boum, on a un premier ver qui se tortille, occupant une terre étrangère. Eh bien, tu sais ce qu'il faut faire. Le FPV passe à l'action et donne immédiatement un petit bisou au ver. Et le ver est maintenant transformé en fumier. Bon pour le monde et bon pour le sol ukrainien. Après cela, un deuxième drone plane exactement au même endroit et se pose, attendant les vers, et voilà, waouh il va. Comme sur des roulettes, un autre ver occupant sort de son terrier et le drone FPV passe à l'action et donne à ce ver un petit baiser, le démilitarisant et le transformant en engrais pour les futurs tournesols. C'est l'une des tactiques qu'ils utilisent très efficacement et c'est l'une des tactiques que les Russes détestent. Parce que vous ne voyez pas le drone, vous ne l'entendez que lorsqu'il est certes déjà trop tard. J'ai lu les discussions russes sur Telegram. Les drones ukrainiens opèrent à une densité incroyable. C'est un signe alarmant. Les leaders d'opinion notent qu'avec l'arrivée du nouveau jeune ministre de la Défense, le nombre de pertes dans les forces armées russes a augmenté en raison de la brutalité totale des drones ukrainiens. C'est wa. C'est ce que je veux pour mon vendredi. Assez parlé du front. Parlons de Poutine. Ou plutôt de son absence, car nous ne l'avons pas vu en public depuis 9 jours. Poutine est pourtant une figure très publique. Il apparaît à la télévision dans différentes régions de la Russie. Évidemment, il a ses sosies parce qu'il est partout à la fois. Les horaires ne collent pas.
Impossible d'être à Novorossiysk, puis Moscou en quelques heures, il utilise donc clairement des doublures. Le fait est que son visage est toujours à la télévision russe, à l'écran. Cela ne s'est pas produit depuis 9 jours. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce type est complètement paranoïaque. Depuis qu'on a découvert comment les Israéliens et les États-Unis ont éliminé le bon ami de Poutine, Ali Khamenei, l'ayatollah d'Iran, il est devenu très paranoïaque parce que cela pourrait aussi être sa fin. Apparemment, Poutine a cessé d'apparaître au Kremlin, alors que des informations indiquent Bouldi que les États-Unis et Israël surveillant la direction iranienne. L'agenda de Vladimir Poutine a été allégé pour les événements publics au Kremlin. La dernière fois qu'il a assisté à un tel événement remonte à 9 jours, selon les publications sur le site de l'administration présidentielle. C'est l'un des plus longs intervalles dans l'agenda du président cette année. Selon les analystes de l'agence, Vladimir Poutine a cessé de se rendre au Kremlin au milieu de pannes massives d'Internet dans le centre de Moscou, que certaines publications ont liées à l'assassinat d'Ali Khamenei. Le fait est, ce sont les caméras de sécurité de Khamenei. Les caméras que son régime a installées pour, vous savez, essentiellement s'assurer que les femmes portent leur hijab, et cette police religieuse de la terreur utilise ces caméras pour repérer si des femmes ne portent pas le hijab. C'est un système de caméras destiné à terroriser, n'est-ce pas ? Poutine fait la même chose en Russie, il le fait depuis un moment. Et maintenant, il s'avère qu'Israël et les États-Unis utilisent exactement ce système, les caméras de sécurité du régime, pour espionner Khamenei, découvrir où il va, d'où il vient, son emploi du temps, quand. Eh bien, ils pourraient en faire la même chose à Moscou. Ces caméras voient quand le cortège présidentiel quitte le Kremlin, où vont les hélicoptères, quand la circulation est arrêtée parce que les voitures de Poutine et les convois passent. Donc, chaque fois que la circulation est arrêtée, quand cela se produit, les caméras le voient. Poutine le sait maintenant. Après avoir appris l'élimination de Khamenei, il est devenu paranoïaque et se cache dans son bunker en grignotant des graines de tournesol. Nous vivons une époque dangereuse, mes amis. Prenons quelqu'un qui était très loyal envers Poutine, l'un des principaux propagandistes russes avec un énorme nombre d'abonnés sur Telegram. Mais quelque chose s'est passé ces derniers jours. Il a rédigé une thèse, un manifeste qu'il a publié sur son Telegram qui est totalement contre Poutine. Il a exposé 5 raisons pour lesquelles il est maintenant contre Poutine et contre la guerre. Il s'appelle Ilya Romeslo. C'est un avocat et il était très pro-Kremlin, pro-Poutine, pro-guerre jusqu'à il y a quelques jours. Et il a vraiment publié ce manifeste. Je ne vais pas tout vous lire, mais il se composait de 5 points. Je vais simplement vous lire les points. La guerre en Ukraine continue d'expliquer tout ce que vous savez déjà. D'énormes dégâts à l'économie russe et au bien-être des citoyens. Oui, on sait déjà tout ça, mais il vient seulement de s'en rendre compte et il s'est retourné contre Poutine. Troisièmement, l'étouffement de la liberté d'Internet et des médias. Quatrièmement, la durée du maintien de Poutine au pouvoir, qui est déjà d'environ 27 ans. Il s'est rendu compte que ce n'est pas normal. Cinquièmement, Poutine ne respecte pas ses électeurs et ne veut pas les écouter. Soudainement, ce propagandiste qui pendant des années et des années avait répandu la propagande du Kremlin auprès de ses presque 100 000 abonnés sur Telegram a publié ce genre de manifeste. Personnellement, je suis contre Poutine et pense qu'il devrait être jugé pour crime de guerre. Quoi ? Le gaz est-il devenu fou ? C'est du suicide en Russie, définitivement du suicide. Alors, qu'est-il devenu ? Eh bien, avant d'en arriver là, les gens disaient en ligne que son compte avait été piraté parce que personne ne ferait ça en Russie. Une personnalité publique qui dit autant de choses contre Poutine. C'est du suicide. Il a forcément été piraté. Voici donc une vidéo de lui où il dit qu'il n'a pas été piraté. Et il croit vraiment à ce qu'il dit. Amis, bon après-midi à tous. J'ai regardé les commentaires sous mes publications. Tout le monde m'envoie des messages. Tu as été piraté ? Non, je n'ai pas été piraté, j'ai tout écrit moi-même. Donc c'est le deuxième suicide. Le premier, c'était de publier le manifeste. Le deuxième, c'est de faire une vidéo pour dire que ce n'était pas une erreur. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Alors, qu'est-il arrivé à ce gars ? Eh bien, apparemment, un jour après avoir publié cela, il était déjà placé de force dans un asile psychiatrique en Russie. Les asiles psychiatriques ou les services psychiatriques en Russie sont également utilisés pour fortement médicamenter les dissidents. Ils sont tellement sous médicaments et surveillés qu'ils ne menacent plus le régime.
Bramislo serait maintenant détenu à l'hôpital psychiatrique numéro 3 de Saint-Pétersbourg. Oui, donc ils vont simplement le gaver de médicaments et lui injecter toutes sortes de drogues qui détruisent un peu le cerveau, comme ils le font en Russie, et il disparaîtra de la circulation. Quelques mois plus tard, il mourra parce qu'il sera tombé par la fenêtre, par accident. Ce type est hors jeu. Il est fini. Il vient de se suicider en publiant ce manifeste, et il a simplement déclaré qu'il n'avait pas été piraté. Ouais, mais quand les Russes comprennent, c'est toujours en dernier. On parle d'activités politiques très risquées en Russie, et beaucoup comptent dans les faire. Il y a ce genre d'affiches qui circulent en Russie. Le 29 mars, il y aura de grandes manifestations dans les plus grandes villes russes contre le blocage d'Internet, ce qui inclut le blocage de Telegram et l'installation forcée de Max Messenger sur le téléphone de chaque Russe. Ainsi, le FSP peut voir et savoir où vous êtes à chaque seconde. Eh bien, on ne manifeste pas vraiment en Russie. On ne fait pas ça, si vous le faites, vous serez arrêté, peut-être torturé et envoyé au front en Ukraine. Donc j'aimerais voir le 29 mars qui sera le plus courageux des Russes à apparaître dans les plus grandes villes russes pour manifester. J'aimerais vraiment voir ça. Gardons un œil là-dessus. Maintenant, mes amis, parlons du plus grand allié de la Russie, l'Iran. Parce que le 18 mars, Israël a frappé les plus grands champs de gaz naturel du monde, qui sont des champs de gaz naturel iraniens avec une installation. Ce champ s'appelle le champ de South Pars, et ils y ont des installations de production de gaz naturel d'une valeur d'environ 20 milliards construites après des décennies de travail, et Israël vient de les frapper. C'était comme hors de question jusqu'à ce moment-là, le 18 mars, et Israël l'a frappé. L'Iran a maintenant juré de riposter, et ils l'ont fait. Je veux dire, tout cela s'est déjà passé il y a 2 jours. Ils ont vraiment riposté. Donc, voici le South Pars qu'Israël a frappé, et voici les installations pétrolières et gazières que l'Iran a frappées en représailles. Nous parlons du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Maintenant, ces installations réunies produisent un pourcentage énorme du GNL et du pétrole brut mondiaux. Elles sont mises hors service. Surtout l'installation de GNL Qatari, qui soit dit en passant est la plus grande installation de gaz naturel liquéfié au monde. L'attaque de l'Iran a mis hors service 17% de la capacité de GNL du Qatar, les réparations devant prendre entre 3 et 5 ans. Le PDG de Qatar. Énergie annonce un possible cas de force majeure sur les contrats de GNL pour jusqu'à 5 ans, impactant l'Italie, la Belgique, la Corée et la Chine. Les pertes annuelles dues aux installations endommagées s'élèvent à environ 20 milliards. Et oui, voilà à quoi cela ressemble. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une vidéo floue bien sûr, mais l'installation est gravement endommagée. Une installation de GNL coûte très cher à construire. Le Qatar possède les plus grandes du monde. Et ils importent vers l'UE importe du Qatar. Où avons-nous obtenu notre GNL après avoir coupé le gaz russe ? Eh bien, principalement des États-Unis, de la Norvège et du Qatar. Maintenant que le GNL du Qatar est absent des marchés européens, cela complique les choses pour tout le monde. Donc, bien sûr, Donald Trump, les États-Unis, ils n'aiment pas ça. Les marchés de l'énergie dans le monde sont en panique et en chaos absolu. Alors, ce que Donald Trump a décidé, je vais vous le lire. La 11e unité expéditionnaire des Marines à l'étranger, l'USS Boxer, ainsi que jusqu'à 2 navires supplémentaires, se dirigeront vers la région du Moyen-Orient, pour renforcer les forces américaines déjà présentes, plutôt que ce qui était initialement prévu pour leur départ de leur poste à San Diego. Environ 2200 marines à bord du Boxer se dirigent vers l'Iran moins d'1 semaine après qu'une autre unité de 5000 marines et marins a quitté la région à bord de l'USS Tripoli, basée au Japon. Si les 2 navires supplémentaires, les navires amphibies USS Portland et USS Comstock, sont rattachés au déploiement, un total d'environ 4000 militaires supplémentaires se rendraient au Moyen-Orient. Donc on parle de 5000 issus du groupe opérationnel Tripoli et maintenant de 4000 supplémentaires. Arrondissons. Environ 10 000 Marines issus de différentes forces expéditionnaires provenant de différentes bases américaines basées au Japon et à San Diego vont maintenant se diriger vers le Moyen-Orient en un temps record, plus rapidement que le calendrier initial. Donald Trump a évidemment donné cet ordre politique. Bougez vite, bougez maintenant. Nous devons régler cette affaire. Et il ne déplacerait pas d'X 1000 soldats dans la région.
Ils ne voudraient pas mettre des troupes au sol, ce qui est extrêmement difficile, et il y aura malheureusement beaucoup de pertes américaines. Ce n'est pas que les États-Unis ne seraient pas la force militaire la plus puissante du monde, ils le sont. Cependant, si vous approchez autant de l'ennemi et exposez vos troupes aux drones adverses, certains drones et missiles finiront malheureusement par toucher. Alors, où les États-Unis déploieraient-ils ces 10 000 soldats? Heureux que vous posiez la question. Voici les photos du détroit d'Ormuz. Vous pouvez voir de nombreuses petites îles dans cette zone, mais les principales seraient, je ne sais pas comment le dire, Tounb, Rabou Moussa et ces 2 îles. Elles sont toutes ensemble. Vous pouvez le voir à l'écran. Ces petites îles contrôlent la majorité des navires passant par le détroit d'Ormuz, y compris d'autres îles. Donc ces 3 petites îles sont clairement les cibles de ces 10 000 marines qui arriveront dans la région d'ici les 2 prochaines semaines. Je vous tiendrai informé car Donald Trump donne chaque jour de nouveaux ordres, avis et coups de gueule. Et tant de vies de soldats américains sont en jeu à cause de ces décisions politiques, impulsives et prises sur le moment. Donc j'essaierai de vous tenir informé. Une autre chose qui s'est produite, c'est l'une des premières fois, nous n'avons pas vu cela arriver depuis que les F-35 sont supérieurs à tout ce qu'un autre pays a produit ou a été capable d'abattre. Et bien maintenant, les États-Unis ont endommagé un F-35 qui a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Apparemment, c'est à cause d'un tir iranien. Nous ne savons pas de quel type de tir il s'agit. Je veux dire, ça ne peut pas être des tirs d'armes légères, et ils ne peuvent pas les viser avec des missiles parce qu'ils ne peuvent pas les voir, donc on ne sait pas quel type de tir c'était. Le CENTCOM des États-Unis a confirmé qu'il y avait eu ce genre d'atterrissage d'urgence et que le pilote allait bien et était dans un état stable. Nous n'en savons pas plus. Tout ce que nous savons, c'est qu'un F-35 a atterri en urgence à cause d'un accident lié à l'armée au-dessus de l'Iran. Je suis intrigué. Maintenant, ces images satellites ont été publiées et ce que vous voyez ici, ces 5 petits points, ce sont des vedettes rapides iraniennes et elles ont été photographiées par un satellite le même jour. Les Russes lançaient un assaut sur le front de 100 km dans la région de Sud-Parisie, lorsqu'ils ont commencé leur nouvelle offensive le 18 mars. Ces vedettes rapides iraniennes sont en train de s'exfiltrer d'un pétrolier qu'elles viennent d'attaquer et d'incendier. Regardez ça. Nous voyons le pétrolier en flammes et à quelques kilomètres, 2,4 km au nord-ouest, nous voyons des Iraniens, ces petits points blancs, ces vedettes rapides qui s'exfiltrent de la zone. Donc c'est une opération cachée. C'est ainsi qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz. C'est ainsi qu'ils le maintiennent fermé. Quiconque essaye de passer, ils déploient leurs vedettes rapides, leurs bateaux d'attaque, frappent et repartent avant que quiconque puisse riposter. Les forces aériennes des États-Unis et d'Israël les ciblent dans les ports, mais l'Iran possède tellement de ces vedettes rapides, et certaines sont très bien cachées dans des grottes marines, comme ces grottes qui ont un accès à l'eau. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc ce n'est pas facile de neutraliser des centaines de ces vedettes rapides, pendant que l'Iran les cache vraiment autant que possible, et ne les montre que très brièvement lorsqu'ils attaquent le pétrolier et repartent. Donc oui, on voit ça sur cette image satellite. On voit exactement quelle tactique ils utilisent, c'est très clair ici. Et malheureusement, il y a 2 jours, le 18 mars, ils sont toujours capables de faire ça. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas très sympa. Voilà mes amis, c'est tout pour vendredi. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Je serai de retour pour vous chaque lundi, mercredi et vendredi. Je vous tiendrai au courant de ce qui arrive à la Russie et à ses alliés, y compris l'Iran, ainsi que de ce qui se passe en Ukraine. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, Slavo Cringe et au revoir.